les gens prendront en suivant. L'idée du webinaire, c'est d'être un peu timé. On ne pourra pas tout aborder et j'espère pas ne pas avoir fait trop dense, mais l'idée, c'est assez rapidement, avec Samine, on va intervenir. Euh, et après, il y aura un petit temps d'échange aussi s'il y a des questions et même si on est nombreux, ce serait cool. On va éviter de faire un tour de table parce qu'on est super nombreux normalement, donc pas perdre trop de temps. Je vois Kian, tu es connecté. Oui, Euh, enfin, oui, est-ce que, bonjour à tous. est-ce que tu veux nous introduire l'objet du jour et de votre mission de la sensibilisation des acteurs culturels? Oui, je vais Tu veux bien. faire court, je vais faire assez court. Donc moi, je suis Yann Domange-Lab, directeur Artstock. Et avec Sarah Combe, depuis 3 ans, on fait un programme en partenariat avec l'ADEME de sensibilisation aux pratiques RSE sur le territoire Occitanie particulièrement. Donc on essaye d'interroger les acteurs, de mener des enquêtes, de, de se poser des questions sur les territoires et pouvoir ainsi, d'ici quelques années, on l'espère, trouver une rationalisation, en tout cas, de la filière culturelle sur le territoire occitan. Il nous semblait important, là on est en fin de programme, c'est la troisième année qu'on organise des rencontres, particulièrement à Toulouse et Montpellier. On trouvait intéressant de faire intervenir Valdélia, voilà, particulièrement pour présenter aussi à l'ensemble des acteurs que nous, Arstock, en tout cas en Occitanie, on fait partie d'un écosystème, que tout ça, c'est un énorme système qui est en train de se structurer au niveau national et au niveau régional, et que on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas forcément, qu'on n'a pas accès à toute la boîte à outils qui permet de faire au mieux dans nos pratiques, hein, qu'on soit scénographe, artiste ou même dans des ressourceries. Euh, bon, voilà, on trouvait que ça avait du sens pour cette troisième année de proposer ça. Et donc, je suis très honoré que Julien et Samy soient présents et puissent animer ce webinaire. Voilà, pour Artstock, vous nous connaissez. Nous sommes à Blajan, à Saint-Gaudens et à Agnières-sur-Seine pour 10 000 mètres carrés d'espace logistique dans lequel on collecte et on traite environ 800 tonnes de matière par an, avec voilà, 20 salariés qui œuvrent pour sauver le maximum de matière. Voilà. Je laisse la parole, je te redonne la Merci parole, Yann. Julien. Est-ce que Ouais, ça te va? Ouais. ça roule. Euh, du coup, petit zoom justement, Yann parlait d'écosystème, donc on est cofondateur avec Yann d'Arstock et moi de la matière et plusieurs autres acteurs du réseau RESA, qui est le réseau des ressourceries artistiques et culturelles. Donc là, effectivement, on est sur une carte plutôt nationale, il y a 13 structures adhérentes. On est sur 6 régions en France. Il y a un peu toutes les maturités et toutes les tailles de ressourceries culturelles et des spécificités. On a vraiment tous nos spécificités. Il y en a qui sont très balèzes en logistique, d'autres qui sont très balèzes en éco-conception, de scénographie et de construction de décors ou autres. Il y a vraiment de tout, la sensibilisation, la formation, etc. Donc, on a monté ce réseau-là plutôt dans l'idée d'échange de bonnes pratiques et essayer d'amener aussi une dynamique locale. Là, c'est ce que Yann fait avec ses équipes sur la région Occitanie, par exemple, mais aussi au niveau national, d'essayer de discuter avec le ministère de la Culture aussi sur des sujets réglementaires, par exemple, parce qu'il y a des sujets qui sont législatifs. On va l'aborder après rapidement. Je passe vite sur le RESAC. Je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà plutôt du giron culturel. J'ai vu qu'il n'y avait pas que des gens d'Occitanie, d'ailleurs, il y a des gens d'un peu partout en France. Donc effectivement, voilà, gardez vos questions s'il y en a pour la fin. On sera avec plaisir là, dispo pour y répondre. Donc le RESAC, voilà, on travaille à mutualiser tout ça, vraiment de pair à pair. Enjeu de formation, on est pour certains intervenir sur la formation Arviva, dont je parlerai un peu plus après. On accompagne des structures émergentes et on travaille surtout aussi à travailler sur des gros flux. Parfois, là par exemple, quand il y a eu les JO, c'est un événement national où, pour le coup, on essaie de travailler en réseau sur le réemploi de ces matières-là. C'est un exemple pour coordonner aussi ces gestions de méga flux. Et après aussi, nous, par exemple, on n'est pas loin de la ressourcerie culturelle à Montaigu.
Et on travaille pas mal avec eux, puisque eux, ils ont un espace logistique qui est assez important, plus que le nôtre à La Rochelle. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Alors, moi, j'aime bien toujours commencer par ça. Je sais pas quel est votre degré de maturité, c'est un peu le souci des webinaires, mais et il faut se le répéter. Je trouve que de maîtriser la base, de savoir d'où l'on vient, c'est important. Et on a des repères tous, une vision de ce qu'est notre écosystème ou de ce qu'on voit. Et en fait, il faut savoir que derrière, pardon, là j'ai juste derrière cette vision-là qu'on a de tous les jours, qu'on connaît tous très bien, hein, la représentation qu'on a de notre activité, bah, il y a toute autre chose derrière, bien plus complexe. Donc là, c'est un focus plutôt déchet, mais ouais, il y a un ensemble d'acteurs, il y a plein de choses qu'on voit pas forcément derrière tout ça. Voilà, j'aime bien cette petite métaphore-là, me fait plutôt sourire. Et vu le sujet et la thématique, c'est cool de sourire aussi. L'idée de d'où l'on vient, c'est qu'il faut qu'on détricote ce schéma d'économie linéaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur les enjeux climat et tout, sur tous ces sujets-là. Je vais aller vite droit au but. On a nous, à la matière, on a mis en place pas mal, on est organisme de formation, on a mis en place pas mal d'outils pour sensibiliser les acteurs, aussi différents qu'ils soient, hein, que ce soit les acteurs de collectivités territoriales. Là, il y en a qui sont représentés aujourd'hui. Dans le milieu culturel, mais pas que. On travaille aussi avec le monde de l'économie, on travaille avec le monde associatif ou de l'économie sociale et solidaire. Donc à chaque fois, c'est d'essayer de détricoter ce schéma linéaire pour changer de paradigme. Euh, je ne sais pas si c'est fait de votre côté. Je vous invite à lire Décarbonons la culture pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui est juste super bien fait, qui a été réalisé par The Shift Project. J'ai remis quelques liens. On vous fera suivre tout ça avec Sarah pour que vous puissiez avoir aussi accès à ces infos-là. Dans Décarbonons la culture, il y a énormément de choses qui posent les bases pour savoir d'où l'on vient et savoir ce qu'il faut qu'on change. Et ça, c'est quand même un truc de base. C'est-à-dire que le chantier est tellement colossal qu'il faut quand même qu'on soit tous plutôt, euh, je dirais, éveillés, ou en tout cas qu'on ait la lumière allumée sur ça. Et c'est tellement vaste que voilà, ça touche plein de sujets différents. Là, je vous ai vite fait montrer une petite métaphore sur les déchets, mais en fait, ça touche bien plus de sujets que ça. Et voilà. Et l'enjeu de l'impact dans la culture, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est très bien fait. Et là, il y a quand même un ensemble d'experts qui sont intervenus sur les sujets culturels avec une base qui est super intéressante. Je fais un crochet ici avant d'attaquer l'économie circulaire. Les ODD, alors, sont utilisés en grande partie de plus en plus par les collectivités territoriales. Et vous le voyez, pour ceux qui ne les ont pas encore revus, c'est bien de se les réviser et de les répéter. Et c'est de toujours de dire que, il n'y a pas que l'enjeu environnement, qu'il y a des enjeux de solidarité, des enjeux sociaux qui sont clés et super importants. Et je n'oublie pas surtout les enjeux de biodiversité, parce qu'on a souvent tendance à les oublier, et que l'enjeu du vivant aquatique ou terrestre, dans les domaines d'activité dans lesquels on bosse, c'est assez essentiel. Et dans la culture, c'est pas toujours évident d'aller impacter là-dessus. Mais grosso modo, choisissez vos combats. Et dans ces 17 objectifs-là, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous baser quand vous avez une stratégie à écrire pour un théâtre ou pour dans votre activité de scénographie ou autre, ben en fait, vous pouvez choisir avec ces Bonjour, bonjour onglets-là madame, Benoît Thierry de la région les axes Occitanie pour que Monsieur Létras, il est je crois disponible. qu'il y a quelqu'un qui avait. N'hésitez pas à couper vos micros. Désolé, je Ouais, suis un petit peu en s'il vous plaît. logistique, parce qu'en général, Merci, ça Samy. coupe tout le webinaire. Merci beaucoup. Vas-y, Julien, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller directement sur les enjeux réglementaires. Alors, vous allez voir, c'est pas marrant non plus, mais et vous donner un peu de grain à moudre là-dessus, sachant que Samy va vraiment nous illustrer derrière aussi bah, les actions possibles avec l'écosystème. Ce qui est intéressant, juste pour finir sur les objectifs développement durable, c'est que ça vous oblige forcément à dialoguer avec des parties prenantes. Que ce soit vos fournisseurs dans l'achat de produits ou de services, que ce soit avec vos usagers dans vos salles, la manière dont ils se déplacent, la manière dont ils se nourrissent.
etc., etc. Et de fait, bah, en cascade, il y a des liaisons avec les parties prenantes. Donc, on parle de la RSE ou de la RSO, la responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociale des organisations. Et en fait, ces objectifs-là, ils ont vraiment pour enjeu de répondre à des ambitions qui sont nécessaires par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que bah, on peut plus continuer à faire comme si on savait pas. Et ça vous donne un cadre de travail qui est intéressant. Et j'insiste sur le fait que les objectifs à caractère socio et inclusif sont essentiels et qu'il n'y aura pas de transition environnementale s'il n'y a pas de justice sociale et transition sociale. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que la culture, pour ça, elle a des leviers qui sont intéressants. Voilà. L'économie linéaire, du coup, on va la détricoter pour faire une économie plus circulaire. Pareil, aujourd'hui, on avait fait un webinaire l'année dernière sur les piliers de l'économie circulaire avec énormément d'exemples dans le domaine de la culture. Je ne vais pas me répéter. Si vous le souhaitez, on peut en parler après. Mais là, l'objectif, c'est pas de revoir ça, de revoir ce qu'on a déjà vu l'année dernière. Néanmoins, c'est quand même bon de se rappeler que l'économie circulaire, c'est pas que un sujet déchet et que c'est bien plus complexe que ça. Et il y a des enjeux sur l'approvisionnement durable, la manière d'acheter des produits ou des services dans le cadre de vos activités. Il y a des enjeux sur l'éco-conception, je pense à l'éco-conception des scénographies ou des décors, par exemple. Je pense qu'il y a quelques scénographes qui sont inscrits et peut-être quelques directeurs techniques aussi là. Donc il y a des enjeux d'éco-conception, il y a de plus en plus de travaux sur ces sujets-là dans le domaine de la culture. Les enjeux d'écologie industrielle et territoriale, alors ça, on pourrait penser que ça ne touche que le domaine de l'économie classique. Sauf que ça, c'est plutôt ce qui tient au domaine de, je dirais, de l'écosystème et de comment je peux travailler avec les acteurs autour de moi, bah, à rendre mon lieu moins énergivore, à travailler sur de la mutualisation en termes de formation, à travailler sur de la mutualisation, sur des boucles énergétiques, par exemple, il y a des choses qui se font. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'écologie industrielle et territoriale dans le domaine de la culture. Et nous, c'est un domaine dans lequel on intervient beaucoup. On est sur une zone industrielle ici. Enfin, on est en lisière d'un quartier QPV, en lisière d'une zone industrielle et sur la ville de Périgny. Et en fait, au croisement de tout ça, bah, il y a tout qui se croise. C'est-à-dire qu'on récupère clairement des matériaux de rebut de production du nautisme qui sont réutilisés au sein d'une compagnie pour faire des décors de théâtre. Et ça peut fonctionner plutôt pas mal. Et dans l'autre sens, voilà, des matières issues de la culture. Je pense à du coton gratté, par exemple, ou de l'événementiel qu'on va retrouver sous des formats de tote bag dans les offices de tourisme sur l'île de Ré. Exemple tout simple, tout bête. Économie de fonctionnalité, donc privilégier plutôt l'usage à la propriété. Moi, pareil, j'avance vite, je suis désolé, c'est pas l'objet du jour. Consommation responsable, comme on doit changer les comportements de toutes les parties prenantes. Ça va des gens qui viennent, en passant par les acteurs qui jouent la pièce ou les directions, la finance, etc. Les enjeux réglementaires. Et allonger la durée de vie d'usage. J'avance vite. Là, c'est la partie qui est la moins fun de ce qu'il y a dans l'économie circulaire, clairement, mais c'est bien parce que ça va vous donner des leviers d'action. La notion de base, c'est juste pour vous évoquer que la première loi sur les déchets, elle date de 75. 75, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Et ça met quand même tout de suite je dirais, une profondeur sur l'objet de ce qu'on a à écrire là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit vraiment les pages de quelque chose qui n'existe pas. Et que 75, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'aujourd'hui, le code de l'environnement et en général, les lois évoluent sur ces sujets-là encore plus avec des objectifs de développement durable qui sont face à nous. Euh, Juste sur l'enjeu du déchet, ici, je passe rapidement, c'est le sujet de l'abandon de la propriété. C'est-à-dire que cette loi, elle est née du fait quand on avait un déchet, on le déposait n'importe où avant, ou on le brûlait souvent au fond de la cour de la ferme. Bah là, ces lois, elles sont passées pour qu'on puisse transmettre ces déchets à des responsables, donc plutôt des collectivités territoriales, souvent à l'époque, qui géraient les premières déchetteries, qui devaient en assurer l'élimination. Alors pareil, avec une allumette au début, mais au fur et à mesure, ça a permis au territoire de se doter d'outils pour revaloriser ces déchets-là. Et ces outils-là évoluent toujours très fort aujourd'hui.
La loi, alors pareil, je vais pas vous faire un cours de droit, mais les lois déterminent des décrets et ces décrets doivent être mis en œuvre par les acteurs. Donc, c'est pareil, je vous ai mis des références de loi. Et je vais être très court, mais un des premiers cadres de tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est les accords de Paris en 2015. D'accord? Les accords de Paris en 2015, c'est clairement des accords sur le climat avec un objectif de neutralité carbone en 2050. Et pour ce faire, bah, c'est plein d'objectifs en termes de financement, en termes de réglementation, en termes d'obligations par les différents secteurs d'activité, les différents acteurs. Et de fait, bah, avec un enjeu aussi de tous les pays les plus riches, donc quelque chose à la fois de global, international, mais aussi quelque chose d'européen et plus précisément français ensuite. Euh, Là-dessus, il y a des accords aussi bon, sur les enjeux de biodiversité qui n'étaient pas forcément bien stipulés pour les accords de Paris. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des choses qui nous concernent de plus proche, plus de proximité. C'est la fameuse loi AGEC, qui est une loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, pour faire court. Et la loi RIN, qui elle est plutôt une loi sur l'éco-conception et le numérique, qui sont des sujets qui touchent forcément la culture. J'ai mis aussi la loi Elan et le décret tertiaire parce que ça concerne plutôt l'aspect bâtimentaire de vos structures. Donc là, il y a des réglementations aussi sur les enjeux énergétiques et avec des objectifs forts. C'est un moins 40% de la consommation énergétique en 2030. 2030, c'est demain. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales sur les bâtiments dédiés à la culture, et pas que, hein, les écoles, tous les objets publics sont du coup touchés par ces décrets-là. Donc, tout ça pour vous dire, alors j'ai ajouté même la ZAN, les lois zéro artificialisation, qui obligent à ne pas réartificialiser sur des terres agricoles. Les ZFE, donc là on est plutôt sur la mobilité, cœur de ville, etc., etc. Donc, toutes ces lois-là, finalement, indirectement, elles vous concernent tous et toutes sur ces sujets, je dirais, dans les choix stratégiques à faire dans vos activités. Petit focus sur la loi AGEC. La loi AGEC, pour faire court, c'est une loi qui avait cinq axes majeurs. Donc, elle a été votée en 2020, 2021. Et depuis, il y a des nouveaux décrets qui tombent chaque année. Le dernier, c'était une évolution au 1er juillet 24, cette année, avec des nouvelles filières REP. Euh, la loi AGEC, elle touche d'abord au fait de sortir du plastique jetable, c'est le premier objectif. Mieux informer les consommateurs, donc les enjeux d'affichage et de calcul d'impact. Lutter contre le gaspillage et surtout promouvoir le réemploi solidaire. Après, il y a tous les enjeux d'obsolescence programmée, les enjeux d'éco-conception. Je vais vite là-dessus, mais en fait, ce qui est bien avec la loi AGEX, c'est que ça oblige les acteurs publics à être exemplaires sur leur domaine d'achat. En partie, là, vous avez dans un des décrets une famille. Alors là, les familles sont élargies. Vous avez plusieurs familles de produits et d'objets qui sont concernés par un achat public durable. Je prends un exemple tout bête qui nous concerne, nous, à la matière. Nous, on fait de l'aménagement d'espace et de la fourniture de bureaux ou d'agencements à l'intérieur des collectivités territoriales, des médiathèques, des théâtres, des accueils d'offices de tourisme, par exemple. Et aujourd'hui, on fabrique ce mobilier avec du réemploi. Donc, avec soit d'autres mobiliers qu'on a détournés, réhabillés et recustomisés, upcyclés. Donc, on a des artisans et des ébénistes et des archis d'intérieur dans l'équipe. Bah, clairement, aujourd'hui, on a des marchés publics dans lesquels il y a des conditions spécifiques à cette loi AGEC. OK? Donc là, je vous invite à aller regarder tout ce qui est concerné par la loi AGEC, mais il y a énormément de choses. Vous avez plein de choses, donc soit le réemploi, soit la réutilisation, ou soit des matières recyclées qui sont intégrées dans ces objets-là. Donc ça touche le matériel et fournitures informatiques aussi, ça touche le papier, ça touche pas mal de choses. Vous verrez, il y a une liste qui est plutôt longue. Et vous avez un ratio de remploi de réutilisation, un pourcentage.
qui doit être dédié à ça. La loi AGEC, elle a acté autre chose sur lequel je fais un zoom. Il y a plein d'autres choses là-dessus, mais c'est les REP. Et on a la chance d'avoir Samy Chabot aujourd'hui qui va nous parler de ça. Les REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un scénographe qui construit un décor de théâtre va se fournir potentiellement chez Point P ou Dispano, pour ne pas les citer. Donc là, plutôt magasin de bricolage. Et depuis peu, depuis à peine un an, on a des éco-organismes qui sont en charge de collecter l'éco-participation. Donc, vous avez déjà dû tous voir ça. Ça, Samy, je ne sais pas si tu en parlais de ces généralités-là ou pas, mais Comme tu veux, Julien, je tu vais te peux laisser la introduire main le sur ça. sujet et puis je prendrai la Ouais. suite, je compléterai éventuellement si tu veux. Vas-y. Donc, il y a plein d'éco-organismes sur plein de sujets différents. Et aujourd'hui, quand vous achetez des objets électroménagers, du mobilier professionnel, c'est le cas de Valdelia, par exemple, qui est l'éco-organisme euh, vraiment en charge de cette filière-là, et pas que. Et Samy va nous en parler. Mais vous avez du coup un petit pourcentage du prix de vente de votre objet qui est destiné à être réfléchi par l'éco-organisme pour la gestion de la fin de vie de ces matières, matériaux ou objets. Fin de vie, ça va être les enjeux de réemploi, ça va être les enjeux de réutilisation ou les enjeux de recyclage ou autres. OK? Là-dessus, il y a des éco-organismes pour plein de domaines différents. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont affichés. Vous avez l'ameublement depuis 2012, qui est très connu. Valdelia en fait partie. Il y a le textile depuis 2007 avec Refashion et anciennement EcoTLC. Vous avez le jeu et le jouet depuis 2022-2023. Et il y en a à venir. Et une grosse qui est arrivée en 2022, c'est celle du PMCB pour tout ce qui est matériaux du bâtiment. Je parle de ça parce que potentiellement, c'est des matériaux qui peuvent être achetés en magasin de bricolage ou fournisseurs de matériaux et utilisés pour le domaine de la culture. Sans filière REP, finalement, il y avait un peu ce schéma très linéaire d'extraction de matière et de quelque chose qui était un petit peu très linéaire. Et l'objectif de la REP, c'est d'avoir quelqu'un ou une structure telle que l'éco-organisme et l'ensemble des acteurs qu'il y a autour, c'est-à-dire les acteurs ESS, les acteurs déchets, les acteurs traitement, collecte, etc., qui vont travailler de pair pour être plus résilients et offrir des solutions de réemploi meilleures, de réemploi, de recyclage ou de réutilisation. Ça, c'est un vieux schéma, mais je trouve qu'il parle plutôt bien. Et justement, ça met en lumière l'ensemble des acteurs autour de l'éco-organisme. Mais je pense que Samy, euh, je vous laisserai le lire tous, mais Samy, je pense, abordera l'enjeu de l'écosystème et que le rôle des distributeurs, le rôle des gens qui achètent et le rôle de cette éco-participation, à quoi elle sert. Le zoom sur la culture, c'est quoi? C'est qu'on a euh, une action du ministère de la Culture qui est assez simple. Donc, on a eu des alternatives vertes, de plusieurs programmes qui sont sortis avec pas mal de millions d'euros sur les sujets de retravailler les pratiques de la culture de manière plus durable, plus sobre. Il y a l'enjeu du numérique qui prend énormément de place, la mobilité aussi, puisque dans le rapport sur décarbonant la culture que je vous évoquais au départ, vous verrez ou vous avez vu que ce sont des sujets, que ce soit la mobilité, que ce soit le numérique. Il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut travailler. L'objectif d'Alternative Verte, c'était de permettre aux acteurs d'aller plus là-dessus. La direction générale de la création artistique, elle, pareil, elle a poussé en ce sens vers des enjeux de formation euh, et les enjeux de bilan carbone. Donc, les bilans carbone, que ce soit sur les tournages de films. Je ne sais pas si aujourd'hui on a des gens qui sont plutôt dans le domaine du cinéma. Il y a les enjeux. Du coup, nous, on a au sein du RESAC, on a Sequoia Turning qui font partie du RESAC et qu'on mis en place un outil qui s'appelle Seco2 sur ces sujets-là. On a aussi des acteurs comme Ardiva qui ont mis en place un outil SEEDS sur le calcul de l'impact carbone. Donc, je vous invite aussi à vous saisir de ces outils-là. Il y a des choses qui existent. Le deuxième point, c'est les enjeux d'éco-conditionnalité.
Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides régionales ou les aides publiques, encore plus sur le domaine de la culture, bah, sont soumises à ces éco-conditionnalités-là, qui sont directement tirées de la loi AGEC dont je vous ai parlé précédemment. Clairement, c'est la mise en œuvre. Et enfin, il y a la formation. Et la formation, alors là, j'ai une faute, c'est par exemple, nous, on intervient au nom d'Arviva sur la formation des directeurs techniques ou directrices d'opéra ou autres acteurs culturels sur les sujets de la culture pour essayer de faire émerger des solutions avec eux et de construire avec eux leurs nouvelles organisations. Ça, c'est voilà, ce que je vous évoquais là, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, il y a dans toutes les régions de France, et là aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs de plein de régions différentes, il y a des politiques locales, régionales par exemple, qui sont vraiment soumis à de l'éco-conditionnalité. Ça, c'est les moyens qu'on a aujourd'hui. Euh, c- Ça touche, je vais aller vite parce que je vois le timing. Ça touche plein de sujets différents dans nos différents secteurs d'activité. Je m'explique. On a le sujet des matières et matériaux qui sont utilisés par exemple pour le décor, je l'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, on a quelques musées pour lesquels on a pu travailler à Paris. Je pense Muséum d'histoire naturelle, enfin c'était le collectif des musées parisiens. Je pense au Palais de Tokyo, il y avait la Villette et tout ça. Et on a évoqué avec eux le fait qu'aujourd'hui, quand ils ont une muséo qui est terminée, au bout de 2 mois d'expo, eh bien, ils se retrouvaient à jeter ces matériaux-là. Et de fait, de par eux-mêmes et aux enjeux là, d'objectifs AGEC et autres, et même par le bon sens, ils ont souhaité retransmettre ces muséos-là, par exemple, à la Réserve des Arts à Paris, qui est une ressourcerie du réseau Ressac. Et il faut savoir que d'un point de vue législatif, on avait des juristes qui étaient là et qui disaient, bah oui, mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de donner des objets à un acteur autre du fait d'avoir un acteur autre, du fait que ces matériaux-là aient été payés par d'argent public et que on ne pouvait, dans nos ressourceries, revendre ces matériaux-là qu'à hauteur de 348 euros, je crois. J'ai plus le chiffre exact. Maximum, ce qui est juste ubuesque parce que c'est des tonnes et des tonnes de matériaux. Et donc, ce qu'on avait évoqué à ce moment-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des réglementations mais qu'il n'est pas forcément évident de les mettre en œuvre dans tous nos métiers. Et d'ailleurs, il y a eu là récemment un rapport d'information qui a évalué un peu l'impact là, de la loi AGEC depuis 2021. Il s'avère qu'il y a pas mal de freins. Et les freins, c'est celui que je viens de citer par exemple, où ça demande encore à légiférer pour faire évoluer la réglementation. Et ce que j'avais évoqué à Paris et avec tous les acteurs, c'était de se dire à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on risque à continuer de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à détourner ces matériaux-là plutôt que ça parte en déchets. Ben, on risque juste de pousser au fait qu'on fasse évoluer la réglementation. Alors, il me semble il y a dû y avoir un décret depuis sur ces sujets-là, ou en tout cas, il y a un projet de décret pour faire évoluer ça. Là, j'ai remis quelques autres dans le rapport d'information. Là, j'ai cité quelques éléments là sur cette slide-là euh, qui aujourd'hui bah, questionne aussi la REP, par exemple. Et ça, c'est cool parce qu'on a un pro aujourd'hui, on a Samy Chabot qui va enchaîner sur ça. Et en fait, il questionne la REP sur les enjeux de gouvernance, c'est-à-dire aujourd'hui, la structuration des filières. euh, est-ce qu'elle se fait de manière vraiment opérationnelle et est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Il y a les enjeux de l'indépendance de ces REP-là, ou en tout cas de ces éco-organismes-là vis-à-vis des différentes filières. Et il y a pas mal de choses aujourd'hui, l'État voilà, commence à challenger ce qu'ils ont pu mettre en œuvre depuis 2020-2021. Voilà. Je suis désolé, c'est hyper rapide et tout, mais je pense que Samy, tu as bien plus à illustrer que moi sur le rôle de l'éco-organisme. Je finis par ça parce que justement, je pense que ça peut être intéressant que tu nous donnes l'envers du décor de votre rôle. Parce que là, pour le Merci coup, pour ce relais.
qui pointe, c'est marrant, les limites des reps, parce que j'avais commencé par ça, en fait, justement pour commencer cette intervention. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai vu que dans les participants, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà avec nous et qui nous connaissent déjà beaucoup. Donc, désolé si vous réentendez certaines choses pour ceux qui nous connaissent. Donc, moi, je suis Samy, ça fait 6 ans que je travaille chez Valdelia et je m'occupe effectivement de la coordination des actions liées au réemploi, à la réutilisation pour l'éco-organisme. Si tu veux partager quelque chose, Euh, Samy, je te ouais, laisse la main. ça roule. Voilà. J'y vais. Pardon. Et alors, tac, 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 excusez-moi. Voilà, normalement, vous devriez voir, si tout va bien, l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Ouais, parfait. Oui, donc, du coup, Valdelia, effectivement, donc on est agréé sur deux filières. La première, historique, depuis 2012, sur les DEA, déchets d'éléments d'ameublement professionnels. Donc, on n'est pas le seul éco-organisme qui est agréé sur cette filière-là. Il y avait également Écomobilier, dit maintenant Écomaison. Et historiquement et toujours aujourd'hui, on avait la spécificité chacun d'avoir un secteur de ces mobiliers-là, nous plus un service dédié aux professionnels, privés et publics, pour évacuer les mobiliers. Et en même temps, on a la spécificité d'être financé par des fabricants et distributeurs de mobilier professionnels. Alors, c'est des marques qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas dans les achats d'une entreprise, mais ça va être des grosses structures comme Steelcase, Sokoa, Chinarps, voilà. Et donc, ça, c'est donc ces fabricants qui effectivement ont l'obligation de la part par la loi REP de mettre en place cette éco-contribution dont parlait Julien pour pouvoir financer derrière la fin de vie de ces éléments d'ameublement. Et pour nous, professionnels, donc. Et depuis 2024, effectivement, agréé sur cette filière PMCE, donc produits, matériaux de construction et du secteur du bâtiment. Mais c'est une filière naissante. Donc clairement, aujourd'hui, les systèmes et le service, les partenariats, les avancées sur la partie réemploi-réutilisation dont je vais pouvoir vous parler, elles sont essentiellement sur la partie mobilier. Et effectivement, cette filière produits matériaux de construction du bâtiment est assez jeune. Quand on monte une entreprise, il faut au minimum 3 ans pour commencer à voir un peu le jour, et encore que ça peut durer plus longtemps. C'est pareil pour une REP en fait. Il suffit pas qu'il y ait une loi qui passe et un règlement et des éco-organismes agréés pour que les choses fonctionnent directement. Déjà que, effectivement, comme le disait Julien, il y a certains, comment dire, il y a certaines choses qui sont pointées comme des limites sur les éco-organismes. Et effectivement, la partie gouvernance, il y a un rapport du ministère qui est sorti, qui avait été commandé par la première ministre Elisabeth Borne, qui vient pointer une dizaine de points qui pourraient faire en sorte que ces filières fonctionnent mieux. C'est un peu compliqué, donc il y a 25 éco-organismes à l'heure actuelle. On a des fonctionnements aussi très différents. Souvent on dit les éco-organismes, mais il y a des complexités de fonctionnement. Chacun s'organise aussi comme bien sûr autour d'un texte, d'un cahier des charges qui nous donne des objectifs qualitatifs, quantitatifs pour faire plus de collecte, de recyclage, de réemploi, mais pas que, parce qu'effectivement, cette éco-contribution, elle va aussi servir à accompagner les fabricants distributeurs, hein. On ne va pas se leurrer, les éco-organismes sont au service des fabricants distributeurs éco-contributeurs pour les amener à basculer leur modèle et justement les accompagner au mieux vers plus d'éco-conception, d'éco-participation. Et la traduction, par exemple, je vous donne juste cet exemple-là de manière globale, ça va être ce qu'on appelle l'éco-modulation, c'est-à-dire cette éco-participation, c'est quelques centimes euh, d'euros ajoutés au prix de vente neuf qui vont venir financer les filières REP et les éco-organismes, en fait, va être modulé selon les filières. Et un fabricant qui va, par exemple, utiliser des matériaux moins recyclables, faire des meubles moins réparables,
Par rapport à un autre fabricant qui, lui, serait plus vertueux dans l'utilisation des matières premières qu'il va pouvoir utiliser ou la manière dont il les utilise, eh ben, on va avoir cette éco-participation modulée. Donc, on en aura une grosse, entre guillemets, pour celui qui fait le moins d'efforts et une plus petite pour celui qui fait le plus d'efforts. Donc, c'est quelques leviers comme ça. Il y a des choses intéressantes dans les REP, mais effectivement, tout n'est pas parfait. Pour revenir à l'événementiel et le spectacle, en fait, historiquement, les produits qui sont éligibles à cette filière REP, ils sont un peu à cheval sur la filière déchets d'éléments d'ameublement. Maintenant, PMCB, tu parlais des cotons grattés qui font partie de cette filière PMCB, là, par exemple, qui sont éligibles. Mais disons qu'il y a beaucoup de produits qui étaient utilisés dans le cadre de décors, de la fabrication de décors, qui n'éco-contribuaient pas, donc qui étaient un peu en dehors des radars de la REP. Donc, historiquement, un peu de difficulté en tant qu'éco-organisme de nouer des partenariats avec des acteurs du réemploi sur des produits qui n'éco-contribuent pas, donc qui ne sont pas dans le champ finalement de la prise en charge du périmètre de ces éco-organismes. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'aller vite parce qu'effectivement, si on veut un peu d'échange, je vais enchaîner. Je vais juste vous présenter un petit peu, en fait, comment nous, Valdelia, on est positionné, c'est quoi le périmètre, comment on travaille déjà avec certaines structures et peut-être les pistes et comment en fait on travaille avec des éco-organismes comme Valdelia. Sachant qu'on a une spécificité, c'est qu'on a un éco-organisme opérationnel, c'est-à-dire qu'on va rendre directement un service sur chantier, directement auprès des professionnels, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les éco-organismes. Aujourd'hui, Valdelia, on a plus de 250 partenaires du réemploi solidaire, comme j'ai vu qu'il y avait Fabrice Caïd, l'atelier d'éco-solidaire à Bordeaux, ou encore j'ai vu qu'il y avait Thierry de Valoris dans le Gers. Donc des structures de l'économie sociale et solidaire avec qui on va travailler sur comment favoriser au maximum le réemploi sur les chantiers. Et puis créer d'autres programmes au-delà, bien sûr, notamment sur la formation ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, fin 2023, l'objectif du cahier des charges sur le parti DEA était de 5%, et chez Valdelia, donc, on était plus à 7% des tonnes captées par la filière qui ont pu être réemployées, réutilisées au travers de notre réseau de partenaires avec qui on peut travailler sur ces aspects-là. Je vais passer vite. De toute façon, je vous enverrai la présentation. Comment travailler avec Valdelia? Déjà, Valdelia, c'est des conseillers techniques sur chaque territoire avec des numéros de téléphone portable. Donc, comment travailler avec Valdelia? Déjà, ben, rencontrez votre conseiller technique, prenez un rendez-vous et allez manger des huîtres à La Rochelle avec Julien parce qu'elles sont super bonnes. Et c'est la première fois qu'on allait le faire. Il nous il nous a payé une bourriche. Voilà. Non, non, mais sans rire, c'est vraiment l'entrée dans le partenariat avec un éco-organisme. Pour nous, en tout cas, c'est on se rencontre, on voit où on en est, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut prendre en charge, comment travailler ensemble et comment, voilà, déjà se rencontrer en direct parce que organiser des chantiers de remploi, bah, si on ne se connaît pas et qu'on n'a pas son portable, bah, on ne les organise pas. C'est assez difficile comme ça. Les personnes qui font du mobilier professionnel le savent très bien. Le service Valdelia pour les mobiliers professionnels, c'est un certain nombre de produits éligibles. Donc là, on va dire, c'est le périmètre que l'on prend en charge auprès des professionnels pour l'évacuation des mobiliers. Le périmètre un peu classique, c'est tous les secteurs d'activité, donc tous acteurs, toute structure privée, publique en France peut faire appel à Valdelia et pour se faire prendre en charge la collecte, le réemploi, le recyclage de ces mobiliers, donc le secteur tertiaire essentiellement, sur 70 000 tonnes de mobilier capté annuellement, on en a à peu près 50% qui sont du mobilier tertiaire, donc de bureaux, avec la particularité que la majorité des tonnages sont plutôt situés dans les métropoles, et évidemment dans la région parisienne, avec plus de 10 millions de personnes, donc une activité professionnelle très forte. Mais ça peut être aussi le tourisme, la restauration, selon les régions, selon les saisons. Ça peut être des campings, ça peut être à la montagne, ben voilà, des centres d'accueil, des centres de vacances, des hôtels, l'hébergement. Le retail, c'est les magasins. La santé, donc tous les hôpitaux, les EHPAD. Et puis ben, les collectivités, mobilier scolaire et mobilier administratif, bien sûr. Si je fais un focus plus sur l'événementiel, parce que j'ai fait l'exercice pour aujourd'hui, donc le périmètre des mobiliers qui sont éligibles dans le cadre de la convention qu'on peut passer avec nos partenaires du réemploi de la réutilisation, comme la matière aussi, bien sûr, qui est conventionnée Valdelia. La question à se poser, c'est quoi la règle générale pour définir le périmètre des mobiliers en fait qui seront soutenus par l'éco-organisme ou qui vous être proposés dans le cadre d'un chantier
opéré par Valdelia, eh ben déjà, il doit avoir une fonction principale de celle d'un mobilier. C'est-à-dire, c'est un mobilier, ben, on range dedans, on pose dessus, on s'assoit dessus, on se couche dedans ou dessus, où effectivement il y a cette extension textile avec des éléments de décoration qui font partie des mobiliers, donc qui ne sont pas fixés dans les bâtiments, mais qui peuvent être des éléments de décoration comme les rideaux, les voilages, etc. Donc je vous prends un certain nombre de produits éligibles sur la partie événementielle. Ça va être les mobiliers administratifs, bien sûr, d'accueil, les sièges, les canapés, des étagères, des podiums de présentation dans les magasins, etc., les estrades, effectivement, qui peuvent être installés de façon éphémère, et un petit amphithéâtre en bois avec des sièges dessus. Et ben voilà, effectivement, on est sur un mobilier, les gens s'assoient dessus, ça a la fonction de mobilier. Les moquettes amovibles qui sont installées de façon temporaire dans la partie événementielle. Les mobiliers de stand qui sont utilisés comme des meubles, les rideaux de fenêtres extérieures textiles d'un théâtre ou des musées, hein, les tapis, les toiles cirées, des meubles avec miroir intégré. Mais par contre, il y a un certain nombre de produits qui ne co-contribuent pas chez Valdelia et effectivement que nous, on ne va pas prendre en charge, que ce soit sur la partie déchets ou alors en soutien au réemploi, comme les éléments de décor dans le cadre de ce contrat. Je parle bien de la filière DEA, déchets d'éléments d'ameublement, décor, fond de scène. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas de fonction de meubles, de scène, rideaux de scène, les cotons grattés, les podiums de défilé, les moquettes du théâtre en lui-même qui sont fixées au bâtiment, les éléments de seconde œuvre qui font plus partie de cette filière PMCB dont parlait Julien. Mais sur cette filière-là, et on n'a pas des dispositifs de soutien au réemploi qu'on l'on peut avoir sur la mobilier professionnel. Et pour tout vous dire, Valdelia représente 2% de cette filière, c'est-à-dire que dalle. Et donc, on a trois autres éco-organismes qui vont devoir développer cette filière en représentant la majorité des mises en marché, donc de ce volume d'éco-contribution globale, que sont Valobat, Écomaison et Écominéraux sur la partie inerte. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le périmètre sur cette partie DEA et conventionnement réemploi qu'on peut avoir. Et effectivement, c'est ce qu'on va prendre en charge auprès des professionnels. Vous voyez qu'il y a le théâtre Garonne, par exemple, si le théâtre Garonne fait appel à Valdelia, nous, on va lui dire, ben voilà, alors du coup, on va pouvoir prendre en charge toute cette partie mobilier. Et on travaille avec Arstock, donc ça tombe bien, peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler ensemble pour faire du réemploi si vous... Voilà. Donc travailler sur l'organisation de ce chantier-là. Et on va soutenir, si Arstock se conventionne voilà, sur cette partie DEA, les tonnages réemployés de mobilier, donc dans le périmètre que vous voyez, qui vont être réemployés et réutilisés par Arstock dans le cadre de vente, de dons ou d'utilisation interne par la suite. Donc le service Valdelia aux professionnels, je vais le détailler, mais il faut retenir juste que c'est un service opérationnel, que dès qu'il y a plus de 20 mètres cubes de mobilier évacué, on vient organiser ce chantier en pied du bâtiment. Comment on l'organise? En fait, c'est le conseiller technique, dès lors qu'il y a beaucoup de volume, va se déplacer sur place, voir faire un petit peu l'inventaire, le diagnostic, voir qu'est-ce qui peut être intéressant à réemployer, qu'est-ce qui peut être un peu moins. Et puis, on va travailler à proposer à nos partenaires une partie du mobilier qui pourrait être employé, donc avec bien sûr l'accord du détenteur professionnel, du propriétaire initial du mobilier, et organiser toute la logistique recyclage matière en pied du bâtiment en parallèle pour faire en sorte de faire un tri à la source au maximum et faire en sorte de réemployer un maximum de ces mobiliers. Sous 20 mètres cubes, un professionnel, il est orienté vers un point d'apport volontaire, c'est-à-dire une mini-déchetterie Valdelia qui peut être aussi une structure de l'ESS, mais qui a un contrat de prestation, point d'apport volontaire, pour récupérer les éléments sous 20 mètres cubes qui peuvent être amenés et déposés gratuitement par les professionnels privés et publics en France. Ce partenariat emploi-réutilisation qu'on peut avoir par exemple avec la matière aujourd'hui ou la ressourcerie culturelle, parce qu'il me semble que ce sont les deux seules structures qui sont conventionnées Valdelia qui font partie du RESAC, c'est les trois grands principes. C'est l'accès au gisement, effectivement, dès lors qu'on va avoir des chantiers autour des structures et qui pourraient rentrer dans le périmètre de récupération de nos partenaires. On va pouvoir proposer des gisements, mais ça peut être aussi la structure qui va appeler notre conseiller technique, dire bah voilà, moi j'ai un énorme chantier, je veux récupérer que quelques éléments et le reste ça m'intéresse pas du tout et d'ailleurs c'est en très mauvais état.
Donc là, le conseiller technique va aider la structure à organiser le chantier, mettre en place un contenant recyclage pour les mobiliers qui ne peuvent pas être réemployés, réutilisés, ou alors même aider la structure à trouver d'autres partenaires qui seraient intéressés par d'autres éléments à réemployer, réutiliser, et donc travailler avec plusieurs structures en coordination, en limitant un peu le nombre d'interlocuteurs et en facilitant le service pour le professionnel qui, lui, cherche une solution souvent rendre les clés lundi ou alors commencer les travaux mardi. Et donc, du coup, il faut que tout soit bien bouclé pour pouvoir préparer la suite du chantier pour ce professionnel. Et donc, effectivement, la convention de partenariat a aussi un soutien à la tonne pour la structure partenaire Valdelia, qui est aujourd'hui de 170 euros tonne sortie. Le barème, il est un peu plus complexe, je vous l'ai mis après. Il y a des éléments supplémentaires, donc voilà, vous aurez le détail plus tard. Mais en gros, faut garder l'idée qu'il y a un soutien au réemploi et à la réutilisation dès lors que les éléments qui sont dans le périmètre de la filière, dans la convention de partenariat avec la structure, sont réemployés et réutilisés, c'est-à-dire vendus, donnés ou utilisés ont vraiment une seconde vie au sens voilà, réel et factuel. Le barème de soutien, je ne vais pas vous le détailler parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vous enverrai la présentation avec tout ça, donc complet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on demande une traçabilité aussi, effectivement, et c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre par les acteurs du réemploi solidaire. Donc nous, on a intégré depuis cette année un soutien supplémentaire pour cette partie de traçabilité qui demande beaucoup de temps, surtout dans le cadre de la multiplication des REP. C'est une des limites aussi des REP qu'on pourrait avoir. Quand on est en contrat avec 5 éco-organismes, on doit faire 5 rapports reporting différents et ça complexifie énormément les choses pour les structures, on en a conscience. Donc on essaye d'accompagner au mieux nos partenaires sur ce point en ayant des numéros de téléphone portable, en faisant des formations et puis en essayant de soutenir financièrement cette démarche de traçabilité. Devenir partenaire Valdelia, c'est un rendez-vous préalable, ensuite une demande de conventionnement et puis effectivement une rencontre. Le rendez-vous préalable, si c'est possible, avec le conseiller technique local dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte de si on a des opportunités intéressantes, est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Donc du coup, la première étape pour devenir un partenaire, c'est de se rencontrer. Voilà. Juste pour compléter, je vais aller assez vite là-dessus, mais il n'empêche que travailler avec un éco-organisme, et notamment avec Valdelia, c'est pas que une convention de partenariat réemploi-réutilisation. Donc, au-delà de ce soutien au réemploi, comment on travaille ensemble? Nous, on est au milieu de, effectivement, plusieurs acteurs, comme l'a dit Julien. Donc, on a d'abord nos adhérents, les fabricants, distributeurs, mais on a aussi tout notre réseau de prestataires de collecte et de traitement recyclage sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est vraiment des prestataires que l'on va sélectionner sur appel d'offres et que l'on va commander pour organiser les chantiers que l'on organise directement auprès des professionnels. Donc, on fonctionne un peu comme le public, on a des appels d'offres et donc on va sélectionner ces prestataires. Il y a 350 bassins de collecte et par contre, une fois que les marchés sont passés pour plusieurs années, on va leur dire tel jour, telle heure, vous déposez une benne, le matin à 8 heures, vous venez la chercher à 15 heures et c'est nous qui opérons le chantier en lien avec nos partenaires et les professionnels. Donc, on est un peu au milieu, donc je disais, donc, des adhérents fabricants distributeurs, des gestionnaires de déchets, des collecteurs, des partenaires du réemploi solidaire, comme voilà, je vous l'ai présenté, et puis aussi avec toute cette partie écosystème de l'économie solidaire, les régions, les institutions, avec qui on va pouvoir cofinancer des programmes avec qui on travaille sur alimenter les différents schémas liés plutôt aux déchets, hein, parce que pour le coup, l'économie circulaire, c'est pas que du déchet, mais quand même l'essence d'un éco-organisme, c'est le déchet. Donc pour le coup, nous, on a ce positionnement-là. Mais travailler avec Valdelia, donc c'est pas forcément qu'une convention de partenariat et travailler sur récupérer du don de mobilier auprès des professionnels. Ça va être coopérer et travailler ce qu'on essaye de faire au mieux avec des metteurs en marché, donc les fabricants distributeurs qui se sont engagés chez Valdelia en essayant de faire en sorte que le savoir-faire de chacun puisse se rencontrer, on va dire. Donc on a d'un côté des adhérents industriels qui ont ce savoir-faire plutôt de la vente, B2B, de pro à pro, qui savent garantir, répondre à des marchés ce qui n'est pas forcément l'idée première de toute une partie de nos structures partenaires du réemploi solidaire, qui en général sont plus sur le savoir-faire du réemploi, de la transformation, mais qui quelquefois sont pas forcément n'ont pas ni la capacité d'ailleurs de taille, hein, je veux dire, de répondre à un marché en entier.
Et donc, comment en fait on va faire rencontrer ces deux mondes-là? Eh ben, c'est aussi le boulot de l'éco-organisme, c'est-à-dire accompagner les adhérents à connaître, à se, à être sensible à la question du réemploi solidaire, parce que il y a des fois des a priori hein, dans les deux sens d'ailleurs, mais en tout cas, beaucoup d'industriels, fabricants peuvent se dire ah ben c'est la concurrence, ils vont vendre du meuble à ma place, etc. Ben en fait non, on trouve beaucoup de passerelles et il y a beaucoup de complémentarité entre les différents savoir-faire. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, au travers d'un service dédié, un service innovation chez Valdelia qui a ce boulot-là d'accompagner les adhérents nos partenaires du réemploi solidaire à travailler en coopération. Le deuxième élément, il est super important parce qu'il est déjà développé dans beaucoup de structures des ressourceries culturelles, c'est les services proposés sur prestation. Enfin, je suis désolé, il est -5, mais c'est pas facile de faire très court. Du coup, ce que je veux dire, c'est que l'objectif de Valdelia, c'est pas de casser des prestations qui étaient auparavant vendues par des ressourceries, recycleries, membres, par exemple, du Ressac. On a beaucoup discuté, notamment avec Damien, je pense, de la ressourcerie culturelle au début, pour essayer de comprendre comment on fonctionnait. Et l'exemple même, je vais prendre juste cet exemple, le Théâtre du Châtelet qui appelle Valdelia, qui dit, voilà, j'ai des mobiliers, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Ok, pas de souci. Le conseiller technique se déplace, fait un diagnostic, dit, bah, ça, je le prends, ça, je le prends pas, ça, je le prends, ça, je le prends pas. En parallèle, quelqu'un du Ressac, alors je me souviens plus si c'est la ressourcerie culturelle, vend un devis en disant bah, nous, on va s'occuper de l'ensemble voilà, des éléments, on vous propose telle solution, ça va coûter tant, démantèlement, etc. Et puis là, quelqu'un du Châtelet comprend pas ce que c'est Valdelia. Et va dire, ben non, c'est bon, je travaille avec Valdelia, c'est gratuit. Bon, alors évidemment, Damien, pas content, donc appelle Valdelia, il dit, moi j'étais positionné sur une évacuation, un démantèlement, etc. Et Valdelia, c'est gratuit, c'est quoi ce travail? Donc en fait, c'est une incompréhension. On ne se connaît pas parce que Valdelia, c'est pas gratuit, déjà. C'est-à-dire que ce qu'on prend en charge, ce qu'on prend en considération, c'est la collecte, le traitement, recyclage et le soutien au réemploi. Par contre, la manutention, démonter les mobiliers, ces éléments-là, ce sont des prestations de nos partenaires, parfois, du réemploi solidaire. L'idée étant de ne pas se substituer à ces éléments-là qui sont importants pour la viabilité, la stabilité économique de nos partenaires, mais bien d'être au courant. Donc, c'est-à-dire on arrive sur un chantier, il n'y a pas de manutentionnaire. Ben, éventuellement, on va proposer trois noms en disant ben, on a tel partenaire qui sait faire. Ça, c'est pas du mobilier, c'est du décor. Il y a des spécialistes là-dessus. D'ailleurs, on travaille avec la ressourcerie culturelle. Ah, vous avez personne, c'est intéressant. On va mettre en lien. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble pour faire en sorte que bah, tout le monde s'en sorte, qu'on fasse le plus de réemploi possible et surtout qu'il y ait des modèles économiques stables, ce qui est quand même difficile. Bon, je parle convaincu, mais dans l'économie sociale et solidaire, parfois, c'est pas facile de s'en sortir, surtout dans le contexte actuel que l'on peut un peu déplorer sur voilà, globalement les aides qui sont un peu complexes sur l'ESS et le dernier budget. Ensuite, Valdeia, c'est aussi une innovation, comme je disais. On a un site expert.valdeia.org où il y a un certain nombre de projets qui ont été menés sur la transformation, sur des fiches techniques en réemploi, sur des programmes de formation, par exemple comme l'art et la matière avec Atelier Éco-Solidaire qui est par ici, qui vise à accompagner les structures pour développer des activités d'upcycling et voilà, de surcyclage, d'art créatif autour des sièges, par exemple, ou d'autres mobiliers. Et donc ça, c'est des retours d'expérience que peuvent offrir les reps. Et si vous allez dans la rubrique Inspirez-vous, il y a un certain nombre de documents, vraiment de ressources à se saisir pour le développement de vos activités. Et enfin, le chantier, comme je disais, tri à la source, ça c'est l'élément le plus important. Mais j'arrête là, je suis désolé. C'est passé extrêmement vite. Euh, c'est un peu frustrant parce que il y a beaucoup de choses à raconter, mais peut-être ce qui est à retenir, c'est que on ne couvre pas l'ensemble du périmètre de l'événementiel. Néanmoins, il y a des choses à travailler ensemble. Il y a une partie de réemploi de mobilier, de DEA professionnel que font déjà les structures de ressourcerie qui appartiennent au Ressac. C'est une partie de ce périmètre-là qu'il est possible de soutenir. On peut déjà travailler ensemble et quand bien même voilà, le périmètre n'est pas exactement celui de l'événementiel, c'est toujours intéressant de bosser ensemble sur des projets parce que si par exemple on nous demande, un musée fait appel à nous, il y a une partie du décor que nous on ne prend pas en charge mais qu'on sait qu'on travaille avec Arstock, bah, on fait la connexion et puis ça peut créer bah, voilà, plus de liens, plus de réemploi et c'est l'objectif de notre éco-organisme en tout cas. Voilà, bah, je vous rends la parole peut-être. Merci, Samy.
Effectivement, c'est un peu court, tout ça, c'est pas facile. Je sais pas, Sarah, est-ce que, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Oui, Allez-y, est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Nous ne C'est sommes pas vrai que les trois quand même. on s'était dit 1 heure, donc peut-être que les gens ont d'autres Oui, les gens. obligations. Malheureusement, c'est vrai que c'est des sujets qui demandent du temps et des réflexions. Donc, on peut quand même essayer de prendre 10 minutes pour ceux qui ont la possibilité de rester. des questions ou des remarques, peut-être. Ouais. Rien du tout, c'est que c'était très clair, les gars. Bah après, c'est vrai que c'est une grosse, j'entends que c'est une grosse source d'information. Ce Ouais, qui est c'est vrai. intéressant, c'est que tout ça a été enregistré, qu'on va pouvoir le diffuser à toutes les personnes qui ont participé, et puis ainsi que les documents qui ont été produits pour ce webinaire. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, et on vous invite à reprendre contact peut-être de manière individuelle, soit en direct avec Valdelia, soit avec Julien, soit avec nous, Arstock, pour Mm. développer des sujets si vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas. Peut-être Yann, toi, tu as quelque chose justement, qui te pose question par rapport à ce fonctionnement des REP et peut-être que tu as un questionnement. Non, mais je trouve que tu l'as dit, on est dans l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Pour moi, on est vraiment encore on est dans un écosystème où existent des ressourceries culturelles, comme la mienne historique, on va pas refaire l'histoire, qui fait du réemploi depuis des années. Voilà. Et vous êtes là et avec d'autres évidemment. Et tout ça, c'est un système. Et ce que je retiens aussi, c'est que on représente quelques pourcents en fait de toute cette machine, en tout cas dans l'événementiel et dans le spectacle. Moi, j'en suis persuadé et que pour moi tout reste à faire et que en s'associant, en travaillant de manière, en coopérant, en trouvant de l'intelligence collective dans les coopérations avec chaque acteur du système, je pense que c'est comme ça qu'on résoudra une partie enfin en tout cas voilà pas qu'on résoudra, mais qu'on sauvera un maximum de matière parce que il est là moi ce qui m'anime c'est sauver cette matière et pouvoir la remettre en réemploi au maximum quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un petit focus matière, il y a Valdélia qui est là, mais j'ai évoqué Arviva. Il y a une formation vraiment sur les enjeux culturels qui existent avec Arviva. Nous, on s'occupe de la région de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, donc on en a déjà dispensé deux avec. C'est des castings un peu divers. Donc, c'est des acteurs de différents théâtres et ou opéras de différents territoires. Et pour le coup, vous abordez dans ces sujets-là aussi les sujets de la mobilité, les sujets du numérique, enfin, parce qu'en fait, voilà, les sujets sont larges quand même sur tous les objectifs qu'il y a à avoir. Donc voilà. Je vois Et- qu'il y a Antoine Sanoui ouais. qui a une question. Je vois la main levée. Ah, allez-y. Oui, merci, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, les informations et l'organisation de ce webinaire. Moi, je suis Antoine Sanuy, je suis coordinateur du réseau des ressourceries et recycleries d'Occitanie. J'avais une question pour Samy sur la position de Valdelia et le soutien aux structures de réemploi. Est-ce que euh, bon, on est sur le prisme des ressourceries culturelles. Il y a un enjeu pour beaucoup de ressourceries culturelles, mais des ressourceries généralistes aussi, sur l'accès au foncier, la pérennisation des structures par les locaux. Est-ce que du coup et du coup des enjeux qui vont cet enjeu-là et les fonds réemploi qui du coup Mm. entraînent différentes discussions avec chacune des filières. Ouais. Est-ce que Valdelia, il y a des sujets aussi, il y a des projets aussi par le fonds réemploi ou le soutien aux structures de réemploi solidaire de soutenir aussi
Enfin, pas forcément tout de suite, mais est-ce que c'est des discussions que vous pouvez Oui, avoir oui, bien sûr. Bah, le fonds réemploi est déjà en place. sur comment on soutient En ces fait, il structures-là a... dans leur accès au foncier? Merci, ouais, C'est bon, bonjour Antoine. j'étais clair? Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Parfait, ouais, Ok. parfait. Effectivement, donc juste pour contextualiser, le fonds réemploi dont parle Antoine, c'est dans le cahier des charges de certains éco-organismes, de certaines filières, 5% du chiffre d'affaires voilà, de l'éco-organisme doit être dédié au développement du réemploi solidaire. Il y a des fonds réemploi par filière et il n'y en a pas sur toutes les filières. Exemple, produits matériaux de construction du bâtiment, il n'y en a pas dans le premier cahier des charges. Et il n'empêche que ça n'empêche pas les éco-organismes de faire des choses pour le réemploi. Voilà, un fonds, c'est la base, c'est pas un plafond. Mais bon, bref, souvent on le confond. Ça fait beaucoup de fonds. Le fonds réemploi Cheval des Liards, en gros, pour le moment, c'est une partie des sommes qui sont dédiées au développement du réemploi solidaire. C'est la convention de partenariat, une partie du soutien qui est attribué effectivement de 170 euros tonnes, plus les autres éléments de soutien liés à la traçabilité, dont on parlait tout à l'heure. Pour Valdeia, c'est aussi des programmes de formation que l'on développe depuis quelques années avec différents acteurs comme l'art et la matière, c'est un programme qui a été co-créé et porté par Atelier d'Éco-Sudaire à Bordeaux sur le développement d'activités upcycling et c'est des formations qui s'adressent exclusivement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui sont financées par Valdelia. Je vous invite à aller sur le site expert.valdelia.org pour trouver plus d'éléments sur ce sujet-là. Le troisième élément, c'est un appel à projet qui sort là demain sur le financement, le cofinancement avec les acteurs institutionnels et publics d'études de faisabilité, de développement d'activités et ou d'équipements liés au développement du réemploi de la réutilisation de l'immobilier professionnel. Avec toujours cette idée de trouver des projets qui sont effectivement toujours à faire le maximum de liens, de partenariats avec les adhérents de la filière et les institutions publiques et les collectivités territoriales. Ça fait partie du barème de notation. Et donc, effectivement, avec je vais y arriver la présentation que j'enverrai, je vous enverrai les éléments liés à cet appel à projet. Sur la partie foncier, c'est clairement un gros frein voilà, qui est connu pour tous les acteurs du réemploi solidaire de manière générale sur l'ensemble des flux. Euh, la dynamique que nous, on essaie de pousser, c'est la coopération entre acteurs, la mutualisation d'activités. Et on peut avoir, par exemple, en région PACA, avec ton homologue Antoine Cyril Berge, qui est coordinateur régional du réseau PACA, des démarches de mutualisation d'activités et le développement, par exemple, d'une plateforme entre six ressourceries sur le développement d'activités de réemploi de mobilier professionnel. Mais ça a toujours été le cas, c'est-à-dire dans le partenariat, la coordination sur le mobilier professionnel, elle est assez évidente parce qu'on est sur des volumes assez énormes dans des temps limités. Donc, une structure ne peut pas forcément répondre à l'ensemble des volumes. Donc, comment on fait pour bosser à plusieurs pour en sauver le maximum et comment on fait pour effectivement faire en sorte de trouver les endroits pour stocker ces éléments-là et le stockage étant complexe. Oui, c'est des questions qu'on traite, mais en lien aussi avec... En fait, les fonds réemploi vont pas pouvoir payer de l'investissement. Je prends juste l'exemple du projet ICOS à Bordeaux qui est un projet multiflux de coopération pour le réemploi solidaire. C'est plusieurs millions d'euros le budget, plusieurs millions d'euros, mais plusieurs même dizaines de millions d'euros. Je crois que c'est deux bonnes grosses dizaines de millions d'euros au total. Le fonds réemploi Valdélia, l'année dernière, c'était 1,7 million d'euros. Donc on voit bien que en fait, seuls les fonds réemploi pourront pas, et surtout d'une filière, ne pourront pas financer l'ensemble des projets. Néanmoins, il y a une part à donner, mais ce qu'on essaie de porter chez Valdelia, c'est que ce fonds réemploi il puisse être en plus, là en plus, et pas se substituer à d'autres aides ou d'autres programmes de financement qui étaient portés par soit des institutions, soit des collectivités, parce que je pense qu'on a besoin d'élargir l'assiette et que si on veut être à la hauteur des enjeux sur le réemploi, il va falloir faire plus collectivement. Voilà. Merci Samy pour la réponse. Bon, écoutez, je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée?
Oh non, on n'est plus beaucoup, tout le monde est parti, hein. Beaucoup de gens sont partis. Ok, donc du coup, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en conclue là. Merci à tous, en tout cas, tous ceux qui sont encore présents en ligne. Et n'hésitez pas à envoyer des mails tant à Valdelia, à la matière ou même à Arstock si vous voulez en développer des sujets qui ont été abordés lors de ce séminaire. Merci à tous. Merci Merci, beaucoup. Merci. merci Ouais, Julien À et bientôt. Samy. ciao, N'hésitez pas. ciao, merci. Au revoir.